Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Dev Café pour ce vendredi 13 janvier. Alors bon, j'espère que vous n'êtes pas trop superstitieux et d'ailleurs en préparant l'émission, je suis allé sur la fiche Wikipédia et j'ai appris que forcément chaque année il y avait au moins un vendredi 13 avec au maximum 3 jours. Comme quoi, avant même qu'on ait vu les actus ensemble, vous serez peut-être comme moi et vous vous coucherez peut-être un tout petit peu moins bête ce soir. Mais bon, avant qu'on s'intéresse aux dernières infos, je vous disais quand même depuis plusieurs jours une annonce, et finalement elle s'est faite hier midi, et il s'agit de la toute première conférence Flutter qui aura lieu en France, et d'ailleurs je pense même dans le milieu francophone en général, et ce sera donc le 2 juin prochain à Paris, et ça s'appelle la Flutter Connection. Donc d'ores et déjà, vous pouvez acheter vos billets, proposer vos sujets, je vous ai tout mis en tout cas dans les liens dans la description, et j'espère en tout cas que cette annonce vous aura plu. D'ailleurs si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Bon, maintenant on va réellement commencer avec le Dev Café du jour, avec au programme un peu de Firebase, du Apple, de l'Android Studio, de l'ARCEP. Bref, comme tous les jours, on va voir les infos autour du mobile. On commence par Firebase qui propose le Test Lab pour lancer à distance des tests sur des vrais téléphones, et depuis quelques semaines d'ailleurs, on peut choisir sur Android sur quel modèle on veut exécuter tel ou tel test, sachant que vous allez retrouver les principaux modèles avec tous les téléphones de Google, des Samsung, des Motorola, des LG, des HTC. Mais finalement, en fait, que faire si un modèle n'est pas disponible? Eh bien, la petite nouveauté, c'est qu'il y a désormais la possibilité de demander l'ajout d'un nouveau modèle sur telle ou telle version du système. En revanche, en fait, c'est juste un formulaire, donc il n'y a aucune idée de quels sont les critères finalement qui valideront l'ajout d'un téléphone, par exemple, quel est le nombre qu'il faut de demandes par exemple, on ne le sait pas. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'ils doivent aussi de leur côté finalement mesurer la complexité pour déployer un nouveau téléphone. Autant vous dire que c'est pas parce que vous allez remplir le formulaire que le téléphone va être disponible tout de suite. On poursuit avec l'App Store d'Apple qui, tout comme le Google Play, supprime parfois des applications sans vraiment qu'on sache vraiment pourquoi. Mes deux actionnaires, et en l'occurrence ce sont des fonds activistes, en ont eu marre que la marque à la pomme soit aussi peu transparente sur le sujet et a donc forcé Apple à publier des détails sur ces suppressions. Car aujourd'hui on a uniquement le nombre, par exemple 89 ont été retirés entre janvier et juin 2021 en Chine, mais sans savoir pourquoi. La nouveauté, c'est donc qu'Apple va fournir les bases légales des demandes de retrait, mais attention, une demande, ça peut concerner plusieurs applications. Or ici, on va pas connaître le détail appli par appli, mais uniquement ces demandes. Donc finalement, il y a quand même du mieux, mais c'est quand même dommage que ce soit des actionnaires qui soient obligés de demander ça à Apple. Retour chez Google avec Android Studio où une toute nouvelle version stable est disponible sous le nom d'Electric Eel ou Anguille électrique en bon français, et je vous propose au final qu'on fasse un petit tour des nouveautés. On commence par l'intégration du Google Play SDK Index qui est un site annoncé lors de la dernière Google I.O. et qui vous indique pour les dépendances les plus populaires certaines stats, notamment l'utilisation sur les applications du Google Play. Par exemple ici, vous voyez, on a l'application Facebook, et on voit très clairement la dernière version de leur SDK, elle est très clairement pas utilisée parce que c'est une vieille à la place. Mais surtout sur ce site, les développeurs des dépendances, ils peuvent marquer certaines versions comme étant obsolètes, et dans ce cas-là, cette information remontera désormais dans Android Studio. Pour ce qui est de Crashlytics, un nouvel onglet apparaît sur le bas de l'écran pour vous donner la liste des crashs, avec pour chacun les stats sur la fréquence, mais bien évidemment la manière de le reproduire. En gros, l'idée c'est de vous éviter de faire les allers-retours entre le site et l'IDE. Ensuite, on en avait déjà parlé, mais c'est désormais disponible pour tous, mais attention de manière expérimentale. Lorsque vous créez un émulateur, vous pouvez désormais opter pour celui appelé Resizable, qui va vous permettre à la volée de changer entre un téléphone, un écran pliable et une tablette. C'est une sorte de responsive qui vous évitera d'avoir 3 émulateurs différents au final. Et d'ailleurs, toujours sur les émulateurs, vous en avez un pour les ordinateurs que j'ai tendance à préférer et qui en gros va simuler Chrome OS. Et l'avantage, contrairement au Resizable, c'est que vous avez un vrai Resizable, puisque vous allez avoir une fenêtre que vous pouvez redimensionner à la volée, mais par contre ça va consommer un tout petit peu plus de RAM. Ensuite, pour faire un mirroring du téléphone, vous n'avez plus besoin d'utiliser SCRCPY ou Screen Copy si vous préférez, puisque vous aurez un onglet Running Devices, mais attention, c'est pas activé par défaut. Et pour vous finir, je vais vous lister rapidement. La nouvelle vue du Logcat est désormais utilisée par défaut. Vous avez une vue qui liste tous les problèmes détectés sur vos vues. Le Layout Inspector montre le nombre de fois qu'un Composable se redessine. La preview des Composables se met à jour en direct et on peut désormais écrire dans le code quel device on veut utiliser pour la preview. Et enfin, la version minimum supportée de Gradle ne change pas, mais par contre, la 7.4 est désormais gérée. Voilà, je crois que je vous ai tout dit et vous pouvez donc mettre à jour l'IDE directement en faisant depuis l'IDE check for updates, quelque chose comme ça, ou via la JetBrains Toolbox, tout simplement.
Allez, ça nous fait déjà 3 beaux sujets, et on fait le petit détour par les actus en bref avant de poursuivre. Après la sortie de l'iPhone 14 Pro et de son fameux Dynamic Island, on s'attendait à ce que de nombreux constructeurs jouent à la photocopieuse. Finalement, ça n'a pas été le cas comme lors du notch de l'iPhone 10. Toutefois, la marque chinoise Loeco va lancer son S1 Pro pour 900 yuan, soit un peu plus de 120 €, qui est une copie mais pas très conforme du téléphone d'Apple. Le MetaQuest Move est une application qui agrège vos données de santé lorsque vous utilisez les casques de réalité virtuelle de Facebook. Après avoir été compatible avec l'application Santé d'Apple, elle l'est désormais aussi avec Health Connect de Google. A noter que le tout premier casque de Meta, le MetaQuest, n'est désormais plus maintenu. Chez Microsoft maintenant, les employés américains vont désormais bénéficier de congés illimités. La responsable des ressources humaines indique que les manières de travailler ont changé et qu'un modèle plus flexible s'impose. Ainsi, dès le 16 janvier, même les nouveaux employés pourront en bénéficier. Du côté de chez Google maintenant, Stadia va définitivement refermer ses portes jeudi prochain car on sait que le service n'a jamais vraiment pris auprès du public, même si on n'a jamais vraiment eu de chiffres. Toutefois, des données des fans du jeu Destiny 2 qui étaient proposées gratuitement sur la plateforme indiquent que seul 1,5% des comptes créés utilisaient la plateforme Stadia. Mais il faut tout de même relativiser ce chiffre car Destiny 2 est à peu près disponible sur toutes les consoles et PC de ce monde. DeepL, le célèbre traducteur qui ringardise Google Translate, a confirmé avoir dépassé une capitalisation de 1 milliard d'euros après une dernière levée d'un peu plus de 100 millions d'euros. C'est donc une belle pépite que nos amis allemands sont en train de polir. Et enfin, au détour d'une vidéo sur le CES, on découvre que les écrans e-ink peuvent non seulement être en couleur, mais peuvent aussi être pliables désormais. On n'aura jamais été aussi près de reproduire la véritable sensation d'un livre en version électronique. On reprend avec la faille autour de CircleCI dont on ne sait au final pas grand chose de plus depuis l'annonce il y a une dizaine de jours, si ce n'est qu'il est recommandé de changer les secrets qui étaient utilisés, et un chercheur nous ouvre un tout petit peu des portes ouvertes puisqu'il nous rappelle qu'il faut certes surveiller CircleCI, mais il ne faut pas oublier de regarder du côté des applis connectées, comme par exemple GitHub, Jira, Kubernetes ou AWS, car implicitement ils peuvent être touchés aussi. Pour ça, il faut que vous alliez dans la partie contexte de CircleCI qui en fait liste tous les services qui sont connectés à un compte. On poursuit avec le sondage State of JS de 2022 dont les résultats viennent tout juste d'être publiés. Alors côté développement avec les technos, ElectronJS est aujourd'hui énormément utilisé pour faire des applis pour le desktop, mais son gros concurrent, à savoir Tori, commence à lui faire un tout petit peu de l'ombre, en tout cas en termes d'intérêt, sachant que la philosophie de Tori c'est qu'il utilise du Rust pour le backend et une WebView plutôt que d'embarquer tout Chromium. Et dans le State of JS, Tori est le framework qui intéresse le plus en termes de rétention, c'est-à-dire que les gens prévoient de l'utiliser à nouveau, mais il a aussi le plus d'intérêt auprès de la communauté. En gros, si on fait simple, c'est celui qui a le plus de potentiel. On voit aussi que React Native est globalement stable sur l'usage avec une forte connaissance du public. Malheureusement côté mobile, Tori a encore du chemin à parcourir car il n'y a qu'une alpha aujourd'hui et ça marche pas directement sur les processeurs ARM d'Apple. Ensuite, je vais pas revenir sur toutes les stats qui parlent en toute logique plus de la partie web. Je vous laisse donc aller voir les résultats, sachant que comme d'habitude, le lien il est dans la description. Tiens, d'ailleurs, à se parler de Rust, le projet Chromium vient d'annoncer qu'ils allaient supporter Rust pour le moteur du navigateur, mais il y a quelques petites étoiles, car aujourd'hui tout est codé en C++, or il est possible d'appeler du Rust depuis du C++, mais pas l'inverse. Et c'est pour cette raison qu'ils ne veulent pas réécrire le code existant en C++, et ils vont uniquement commencer par supporter des bibliothèques tierces. Finalement, en fait, ça va faire des composants bien indépendants, et qui eux seront en Rust. Mais ils concluent dans leur article qu'ils veulent travailler sur un vrai interop entre C++ et Rust. Finalement, tout ça n'est qu'une solution temporaire. Et enfin, l'ARCEP, qui est l'autorité de régulation des télécoms en France, revient sur les petits gestes que vous pouvez mettre en place pour limiter votre consommation énergétique, même si le fameux grand blackout qui nous était prescrit il y a encore quelques semaines, quand même il semble s'éloigner un tout petit peu. Alors concrètement, il est préférable d'utiliser le Wi-Fi plutôt que de la 4 ou 5G car selon l'ARCEP, à quantité de gigas consommés équivalente, les réseaux mobiles consomment 3 fois plus que de la DSL ou de la fibre. En gros, leur conseil c'est de privilégier les gros téléchargements pour chez vous, même si vous avez un gros forfait data. Côté charge des téléphones, ils indiquent qu'il est préférable d'attendre d'être vers 25% avant de recharger et de couper vers 80%, notamment car ça permet de prolonger la durée de vie des batteries. Et ensuite, quelque chose par contre de très important, enlevez bien les chargeurs des prises, car ces trucs consomment même si vous ne les utilisez pas. Ça c'est un bon truc à savoir. Ensuite, c'est plutôt sur l'impact environnemental des téléphones, puisque vous ne le savez peut-être pas, mais un téléphone a une empreinte carbone très forte, et c'est pas vraiment l'utilisation au quotidien qui pose problème, mais plutôt lors de la production,
où 80% des émissions sont émises, et en toute logique, il conseille d'utiliser le plus longtemps possible le téléphone, ou alors de passer de la seconde main lorsque vous devez faire le changement. Et il donne aussi quelques conseils sur l'utilisation de téléphone, mais bon là je pense que vous le savez déjà, à savoir éviter de regarder en 4K sur un aussi petit écran, désinstaller les applis inutiles, privilégier l'audio plutôt que de la vidéo, et utiliser les dernières versions des navigateurs car les nouveaux codecs vidéo finalement consomment moins de bande passante. Et voilà, finalement c'était plein de petits conseils pour finir ce Dev Café. Certes, ça n'a pas grand chose à voir avec le développement, mais bon, une petite piqûre de rappel, ça fait jamais de mal, surtout avant une veille de week-end. Allez, sur ce dernier sujet bien moins complexe, on va fermer ce dernier Dev Café de la semaine. N'hésitez pas à faire un petit like et à vous abonner à la chaîne. Pour ma part, eh bien, on va continuer les vidéos même ce week-end avec une présentation d'un outil pour améliorer le simulateur iOS. Bref, sur ce, à demain si ça vous intéresse, sinon rendez-vous lundi, et bon week-end à tous.